Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'association des stratégies d'entreprise et les leviers sur lesquels on peut jouer pour livrer relativement de ce qu'on appelle de la valeur avec un time to market relativement réduit. Et surtout, ça ne sera pas basé sur, comme ce qu'on voit relativement habituellement, sur la pression, le fouet, la bonne qualité, etc. C'est juste un petit merci à nos sponsors. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout d'abord comment bâtir une vision globale de ce qui se passe dans l'entreprise en termes de produits software ou pas d'ailleurs, et comment jouer sur ces leviers de réduction de time to market, donc d'optimisation, pour livrer un maximum de choses. On va parler bien entendu de story mapping, de vision stratégique, de notion de MVP. Je ne sais pas si vous connaissez pas ou pas, mais enfin on va aborder ce genre de sujet aujourd'hui. On finira par quelques points d'attention parce que justement je les rappelle ici. Tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est, comme je le dis, pas de pression, rythme soutenable. Rythme soutenable correctement, pas de forfait soirée week-end. Et bien entendu, la qualité qui est l'essence même de l'agilité. Sans qualité, il vaut mieux déjà pas faire de l'agile. Après, on peut faire autre chose éventuellement, mais ça ne marchera pas mieux. C'est un peu fou. Alors, voilà ce qui se passe quand une entreprise n'a pas réellement de vision stratégique. On ne voit pas grand-chose, on navigue à vue, on traite les sujets en mode urgence, on les subit en fait. Et du coup, on ne pilote rien, on ne gère rien. Quand on n'a pas cette fameuse vision stratégique, ça peut mettre à mal l'avenir de l'entreprise, ça peut la mettre en danger. À savoir, on ne sait pas où on est. J'ai mis ce petit plan, c'est juste pour dire que à l'aide d'un plan, on sait où on est, on sait où on va. Donc sans cette vision, on va manquer d'anticipation, de vision. On va éventuellement mettre l'effort sur des sujets qui ne sont pas importants. Donc du coup, on va cramer de l'énergie et on n'aura pas beaucoup de retour sur investissement. On risque de faire et défaire, faire et refaire, casser et recommencer, parce qu'on n'a pas fait les bons choix, les bons arbitrages. Et puis les équipes autour vont avoir un sentiment de fatigue, d'épuisement, vont être blasées, frustrées. Il peut même y avoir des conflits qui vont naître au sein des services. Chacun attend son produit, chacun attend sa valeur, mais il ne l'obtient pas dans un temps relativement restreint. Et puis, surtout, le grand danger qui nous guette, c'est la non-qualité. C'est-à-dire quand on ne sait pas faire les choses correctement, quand on ne sait pas prioriser, quand on ne sait pas mettre l'effort sur les choses pertinentes et nécessaires, à un moment donné, on commence à paraître au plus pressé. Et on commence à battre. Je pense qu'il y en a dans la salle qui savent certainement de quoi je veux parler quand on parle de techniques, de legacy très lourds à gérer, à maintenir. Je parle bien entendu de ces sujets-là. Alors maintenant, comment on va faire? Tout d'abord, l'entreprise se doit de savoir où elle va, c'est-à-dire d'avoir le fameux plan. Comment on va faire ça? On peut construire une espèce de cartographie de l'ensemble des besoins qu'on a aujourd'hui, à court terme, moyen terme, long terme, les consolider, les fédérer, les avoir en de visu, pour pouvoir les manipuler beaucoup plus simplement. D'où vient cette vision stratégique? Elle va venir notamment du marché, des attentes du marché, l'innovation. Ça va venir également de feedback, retour client, retour partenaire, etc. Et surtout, ça ne doit pas être une vision figée. C'est plutôt quelque chose de nouveau qui va être mis à jour régulièrement. Mis à jour en fonction justement de ces attentes, de ces feedbacks, de ces retours du marché. Quand on parle de cette cartographie, certainement certains d'entre vous connaissent déjà ce qu'on appelle un story mapping. Qui connaît ce que c'est qu'un story mapping? En fait, on a l'habitude d'utiliser les story mapping pour un produit donné, c'est-à-dire
en cartographie d'un besoin, en termes de thèmes, de ce qu'on appelle des user stories, etc. Et ça nous permet assez rapidement d'avoir une vision globale d'un produit. En fait, ce que je vous propose ici, c'est plutôt de remonter d'un cran, c'est-à-dire de faire une abstraction et d'essayer de faire la même chose au sein de toute une entreprise. Alors, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner des choses de ce type-là. Là, on a ce qu'on appelle un story mapping habituellement, mais je ne sais pas si vous le voyez, il ne porte pas sur un produit. Il porte sur tout ce qui pourrait se passer dans une entreprise. Dans l'exemple que j'ai affiché ici, on est en train de traiter de software, mais rien ne nous empêche, bien entendu, de traiter quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le software. Et du coup, on va avoir quoi? Dans cette cartographie, on va avoir une vision découpée par domaine. Dans l'exemple que je donne, commerce, RH, finance, communication. On découpe ces domaines en sous-domaines. Par exemple, là, on tombe sur quelque chose de plus fin, c'est-à-dire des applicatifs ou des solutions techniques, CRM, e-commerce, recrutement, carrière, etc., etc. Et après, on peut de nouveau découper. Un petit peu plus finement, on n'est pas de l'ordre de la user story, ce n'est pas l'objet ici. Ici, on est dans l'ordre de macro-modules, ce qu'on va appeler des épiques notamment. C'est-à-dire, ce sont des choses qui vont plus tard être traitées par une équipe Scrum, par exemple, une équipe Kanban, une équipe Agile, en quelque sorte. Et du coup, on va voir un morceau de cette map-là qui va être traité par une équipe donnée. Généralement, quand on fait ce travail, ce n'est pas un travail qui se fait en quelques heures, hein. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de maintien à jour. Une cartographie de ce type-là qui n'est pas mise à jour, autant ne pas la faire le premier jour. Vous perdrez du temps pour rien. C'est quelque chose qui doit être vraiment vivant et on ne doit pas s'interdire de temps en temps de venir rajouter un domaine fonctionnel, rajouter un sous-domaine, rajouter un certain nombre de tickets qui vont correspondre à d'autres thèmes traités, etc. etc. Et bien, c'est que le début de l'aventure, en fait. Une fois qu'on a cette vision, on commence à savoir où on est, ce qu'on voudrait obtenir dans les mois, années à venir. Ben, en fait, cette fameuse map, c'est du boulot pour pas mal d'années. Enfin, sauf si vous avez une armée qui travaille pour vous. Chacun des sujets qu'on vient de voir, si on le prend de façon monolithique, ça peut être le travail d'une année, de 2 ans ou plus. Et puis, chaque sujet va concerner un ou plusieurs services de l'entreprise. Donc il va y avoir une petite concurrence, une petite guéguerre entre les services. Chacun veut son produit le plus rapidement possible. En fait, on a beaucoup de contraintes quand même. On a tellement de contraintes que si on ne gère pas cette affaire comme il faut, on va passer son temps à se taper dessus, à prioriser mal nos attendus, nos produits, et du coup les résultats ne seront pas rendus. Alors les solutions, là j'en ai pas, quand je plaisante. Il y a une solution, j'en ai parlé, c'est une armée. Vous êtes une petite boîte, il vous faut 250 personnes pour produire tout ça rapidement. Et après vous en faites trop. Donc ce n'est pas quelque chose de réaliste. Dans la durée, on ne peut pas dire je veux tous mes produits dans les 6 mois et après on va remiser les développeurs, les équipes dans toute la gamme. Ah oui, il y a une autre solution, j'en ai parlé au tout début, c'est ce qu'on appelle le fouet. On a bien construit les pyramides comme ça. C'est plus le même contexte. Là, vous avez les gilets jaunes aujourd'hui. Donc il faut faire gaffe. Il nous reste une solution, c'est l'optimisation. Et ce que je vous propose aujourd'hui, justement, c'est jouer sur cette optimisation pour voir comment on peut aménager les choses pour produire cette cartographie au fil de l'eau, sereinement, et en respectant les priorités. Je fais juste un petit retour sur ce que c'est qu'une gestion d'un produit de façon classique, de façon traditionnelle. On découpe notre projet en phases. Bon, j'ai simplifié, j'ai pris 4 phases, analyse, design, dev, test. Le premier levier d'optimisation quand on fait de l'agile, c'est qu'on va réduire cette inertie, ce qu'on appelle l'inertie. Toute cette phase-là, on n'a pas encore écrit une ligne de code. Si vous êtes habitué à faire ce genre
genre de projet, analyse, par exemple, on va avoir un cahier des charges, puis on va avoir des specs, etc., de l'architecture, etc., etc. Il peut se passer 3, 4, 6 mois. On a de belles choses, hein, on a des docs sympathiques, une belle archi sur papier, mais on n'a strictement rien comme valeur ou livrable à notre client ou à nos utilisateurs. Alors comment on va faire pour gagner sur cette inertie-là? Dans l'agile, bon, ça tout le monde le connaît, je pense, on gère ce qu'on appelle les product backlog. J'ai mis à côté l'espèce de métaphore de l'iceberg qui est rattachée à ce backlog. L'idée c'est quoi? C'est au lieu, comme on l'a vu dans le slide précédent, d'écrire tout le cahier des charges, d'écrire toutes les specs, toute l'architecture, que va-t-on faire dans l'agile? On va uniquement se consacrer à une vision globale du produit. En fait, si je reprends ma grande map qu'on a vue tout à l'heure, c'est un module qu'on va essayer de traiter qui aura son backlog ici. Je vais avoir ce backlog qui est décrit de façon macro. Il va être priorisé et on ne va détailler que la partie prioritaire, c'est-à-dire ce qu'on va donner à l'équipe à produire dans un premier sprint ou une première itération. Le fait de faire ce travail-là va réduire déjà cette inertie-là. C'est-à-dire on ne va plus attendre des mois avant de commencer la première ligne de code. On va relativement rapidement donner à l'équipe du gras à moudre pour faire une première itération, puis une deuxième, puis une troisième. Là, juste une petite mise en garde, parce que je ne suis pas non plus de ces ayatollahs de l'agile qui disent on peut démarrer le développement dès la première seconde. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut préparer un minimum. Toutes les équipes que j'ai croisées qui partent la fleur au fusil et commencent à développer dès le premier jour, il y en a qui ont essayé. Donc, il faut un minimum de préparation, et avec ce minimum de préparation, effectivement, on va pouvoir néanmoins réduire de façon, on va dire, légère cette première inertie. Ce n'est pas le seul levier sur lequel on va jouer. Juste pour revenir sur cette métaphore, s'il y en a qui ne connaissent pas, quand on parle de backlog, la première partie est super détaillée. C'est pour ça qu'on parle de l'iceberg, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg. Ce qu'on voit à l'intérieur ici, la partie intermédiaire, c'est ce qu'on appelle la release ou la version, c'est-à-dire ce qu'on veut voir à échéance, en mise en prod, à échéance de 6, 7, 8 sprints, on va dire en moyen terme. Et les bas-fonds de l'iceberg, c'est le bas de notre backlog, c'est-à-dire si on a suivi la notion de priorité, normalement on y trouve des choses beaucoup moins cruciales et importantes pour nos clients. Si je reste toujours sur la comparaison, j'ai fait un petit calcul, j'ai traité un petit exemple où je reprends le classique et on va voir l'agile par la suite. Imaginons on a une équipe qui va travailler en mode classique. En phase d'analyse, dans mon exemple, j'ai une personne pendant un mois. On va avoir un cahier des charges. En design, architecture, spécification, j'ai 2 personnes pendant 2 mois. Puis en phase de dev, là, c'est tout le monde est sur le pont, j'ai 7 personnes pendant 6 mois. Et puis pour finir, tout ce qui est recette, effectivement, 3 personnes pendant 2 mois. Bien entendu, vous voyez très bien que la force de frappe dans un projet classique est variable. On ne laisse pas systématiquement tout le monde sur le pont. J'ai fait le calcul pour vous, mais s'il y en a qui sont rapides en calcul mental, allez-y. Ça va nous coûter au final 11 mois, s'il n'y a pas de retard, etc. Jours hommes de travail. Maintenant, que vont devenir ces 1000 jours hommes si on faisait de l'agile? J'ai parlé tout à l'heure de la prépa qu'il ne faut pas bâcler. C'est la préparation du backlog. Allez, une personne pendant un mois. J'ai mis même niveau qu'ici. Il faut juste savoir qu'on est sur des choses relativement macro, sauf la première partie de notre backlog qui doit être un petit peu détaillée. Mais assez rapidement, on peut commencer à travailler. Donc, dans cette phase-là, c'est ce que j'ai appelé l'inertie. Même dans l'agile, on a une inertie. Et là, normalement, à partir de ce moment-là, je peux intégrer une équipe. Ça n'a aucun intérêt d'avoir une équipe avant. Par la suite, on va faire quoi? On va faire un certain nombre d'itérations. Sprint. Notez bien que j'ai mis en place un sprint 0 pour préparer le nécessaire, les plateformes,
un certain nombre de proof of concept, installer des composants, les paramétrer, des plateformes d'intégration, etc., etc., etc. Et à partir de là, on commence à travailler sur le sprint de production, itération après itération. J'ai gardé à peu près le même ordre de grandeur, donc j'ai une période pour le backlog, un sprint 0 et 6 sprints pour finir le travail. Alors comment je suis arrivé à ce nombre de sprints? Tout simplement, je me suis dit, c'est la même équipe, ce sont des clones, ils travaillent ou bien dans les deux cas, ou mal dans les deux cas. Je n'ai pas commencé à faire, dans un cas c'est génial, et dans l'autre cas c'est pas bien. Ben, figurez-vous qu'ici, on tombe à 8 mois en termes de délai. Toujours pour 1000 jours à au final. Alors, moi j'ai fait des exercices plusieurs fois et surtout je l'ai vu sur le terrain, mais peut-être pour certains d'entre vous, vous pouvez prendre ça comme une espèce de démonstration de charlatan. Mais croyez-moi, c'est exactement ça qu'on obtient. Et même si vous ne me croyez pas, imaginons que cette équipe-là, agile, passe 11 mois sur le produit. Ben, ça serait juste exorbitant en termes de coût. Une équipe classique est variable, le plan de charge est variable en fonction des phases. Une équipe agile, hormis cette première phase, vous avez tout le monde sur le pont, sprint après sprint. C'est-à-dire, si vous avez 7 personnes dans l'équipe, vous les aurez à chaque itération. Il y a un autre paramètre qui va nous aider. Dans la partie classique, on a des phases spécifiques, avec des activités spécifiques. C'est-à-dire, quand on fait de l'analyse, on ne fait pas de design. Quand on fait du design, on ne fait pas de test. Et on ne développe pas tant qu'on n'a pas fini le design et on n'a pas validé. Dans le monde agile, ça peut vous surprendre, ou du moins surprendre un certain nombre d'entre vous, mais on fait tout en même temps. Enfin, sauf cette première phase. Ça, c'est le ticket d'entrée. Mais dès qu'on rentre dans les sprints de production, l'équipe est en train de travailler sur le sprint en cours. Par exemple, ici, imaginons on est dans le sprint 2. L'équipe de développement est en train de produire le sprint 2. Ce qu'on appelle le product owner, le métier, il fait quoi? Il travaille sur ce qui va suivre, c'est-à-dire le sprint 3. Et en même temps, il valide le sprint en cours. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en même temps, on a fait quoi? Design, dev, test dans le même sprint. Pas sur la même fenêtre de tir, pas sur le même scope, mais on peut paralléliser toutes les activités. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de maintenir notre équipe de 7 personnes tout le temps sur le produit. Quand je dis 7 personnes, dans les 7 personnes, il y a bien entendu le product owner et l'équipe technique, éventuellement un Scrum Master. Donc, juste, vous voyez déjà, on a gagné un petit peu avec l'inertie. De nouveau ici, on a gagné un petit peu de temps. En fait, en vérité, on divise le temps de production par heure. Je n'ai pas voulu exagérer, j'ai gardé des choses relativement équivalentes. Je n'ai pas présumé qu'avec du feedback, on ferait mieux, on verrait les erreurs plus tôt, on corrigerait plus tôt. J'ai laissé les choses telles qu'elles sont, mais malgré ça, on gagne en termes de time to market. Ici, je parle de livraison d'un produit globalement. C'est-à-dire, si on a pris un pan de notre cartographie de tout à l'heure, on a traité de la première US jusqu'à la dernière US, c'est-à-dire le produit monolithique. Ce n'est pas souvent l'approche qui est adoptée en agile. En agile, on adresse souvent cette notion de MVP. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, certainement. À qui ça parle MVP? Oui. Alors, MVP, minimum viable product. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Par définition, un MVP, c'est quoi? D'abord, vous faites la cartographie de votre produit comme il faut, de bout en bout, complet, du moins relativement exhaustif. Et vous commencez par itération successive à enlever l'inutile, le peu utile, le luxueux, le confort. Et à un moment donné, ça va devenir très très difficile d'enlever une fonctionnalité. C'est-à-dire, si vous enlevez une fonctionnalité, votre produit n'a plus de sens. Ben là, on n'est pas loin du MVP, en fait. C'est-à-dire, c'est une version
fonctionnel que notre client peut utiliser. Il n'aura pas toutes les fonctionnalités, il n'aura pas tout le confort nécessaire, mais ça lui permet de commencer à bosser. Et bien entendu, le reste suivra, on livrera le reste après. À quoi sert le MVP? Ben justement, réduire le time to market. C'est-à-dire, au lieu de vous livrer un produit en 1 an, il est peut-être possible de livrer une version à 8 mois, 9 mois par exemple. C'est déjà ça de gagner. Ça permet aussi de recueillir ce qu'on appelle du feedback, et cette fois-ci c'est du réel. Ce n'est pas du feedback, bac à sable, on est en train de faire des itérations, on livre entre nous, on regarde entre nous. Non, 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 là c'est un feedback marché. C'est vraiment des retours de clients, d'utilisateurs qui sont en train d'utiliser votre produit en production. J'ai aussi ajouté cette photo parce que tout à l'heure j'ai dit le MVP génère du débat. Dans toutes mes missions liées à l'agile, il n'y a pas une mission où cette notion de MVP ne frictionne pas un petit peu. Bon, déjà le dessin qui est ici, je ne dis pas qu'il est maladroit, mais souvent il est mal interprété. Alors, la ligne du haut, c'est notre besoin, c'est une voiture. On commence par livrer une roue, 2 roues, enfin les 4 roues plus une partie du châssis, la carcasse et à la fin on a la voiture. Grosso modo, du début à la fin, on n'utilise pas le produit. On attend la fin pour voir le produit complet. La vision MVP maintenant, on attend toujours une voiture. Et c'est là où ça devient risible. On nous livre une trottinette, pardon, un skateboard, une trottinette, un vélo, une moto, et finalement la voiture. Je dis que c'est risible parce que dit comme ça, c'est aberrant. J'attends une voiture, on me livre un skateboard. En fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'un MVP est contextuel. Dans ce cas-là, si le besoin était de se déplacer, un skateboard pourrait être une solution. Mais imaginons que le besoin initial n'était pas de se déplacer, mais de transporter des marchandises. Est-ce que le skateboard a un intérêt? Ça n'a plus d'intérêt. Qu'il serait un MVP qui pourrait nous amener de je ne sais pas quoi jusqu'à un véhicule qui permette de transporter des marchandises? Un caddie ou une brouette ou quelque chose qui permette de transporter. Donc, cette notion de MVP, ça ne sort pas du chapeau. Ce n'est pas juste je prends un produit, je coupe à la machette et je me dis voilà, c'est ça le minimum viable. Non, non, il y a toute une réflexion et c'est là où on a besoin des métiers, de bons product owners, de product managers qui vont penser le produit, voir ce qui est nécessaire de sortir à un moment donné et surtout identifier les choses qui vont pouvoir venir au fil de l'eau. Pour illustrer cette notion de MVP, je reviens aux activités de l'équipe de développement. Cette fois-ci, on est dans une vision agile. Donc on reprend notre backlog. Chaque ligne, c'est une fonctionnalité. On les a priorisées, bien entendu. Ça veut dire, ce que vous voyez en haut, c'est le plus important pour notre client. Ce qui est en bas, c'est le moins important. Déjà, au passage, quand on fait de l'agile, il se pourrait qu'on ne fasse jamais une partie de ce qui est en bas. Je ne sais pas si vous aurez dit ça, c'est pas en bas. Non, mais je plaisante, mais un backlog qu'on a écrit il y a 6 mois, 1 an, il faut le maintenir frais, à jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps, c'est un travail des métiers, des product owners notamment, ils vont aller faire ce qu'on appelle un affinage de backlog, creuser un petit peu, voir si toutes les user stories qui sont dedans sont toujours up-to-date, nécessaires. Et il n'est pas rare d'en supprimer, d'en rajouter, là on parle de besoins émergents, de les découper plus finement, parce qu'on avait des équipes, des choses relativement macro. Et ça permet d'optimiser effectivement ce backlog. Mais maintenant, si je reviens de nouveau à l'optimisation liée à cette notion de MVP. En fait, tout à l'heure, quand on a fait du classique, on a fait quoi? Toute l'analyse de haut en bas, tout le design de haut en bas, tout le dev, etc. etc. Là, dans l'agile, le fonctionnement est plutôt. On sélectionne un pool de fonctionnalités et on va les traiter dans ce sens. Là, la liste design, dev, test pour un certain nombre de fonctionnalités. Et quand on arrive ici, c'est fait, c'est validé, c'est tamponné, maintenant c'est fonctionnel. Je ne suis pas en train de dire qu'à ce stade, on va le livrer au client. Là, on est de l'ordre de l'itération, c'est-à-dire c'est des livrables pour l'équipe
pour le product owner, pour les parties prenantes, pour regarder le produit, donner du feedback. Mais par contre, au bout d'un certain nombre d'itérations, ben, on va avoir ce qu'on appelle une version. Imaginons notre produit devait prendre allez, 1 an de travail. On peut s'arrêter à 6 mois, 8 mois, 9 mois selon. Et du coup, livrer un produit fonctionnel, peut-être un petit peu plus modeste que le produit global, et du coup, de nouveau, on gagne en time to market. Alors, si je résume un petit peu, imaginons que vous êtes sur un projet qui, habituellement en cycle cascade ou cycle en V, les cycles classiques, prendrait 2 ans. Rien qu'avec cette notion de MVP, on peut réduire le temps de livraison, mais à ce moment-là, c'est produit partiel, on peut diviser le temps à peu près par 2. Allez, en 12-14 mois, on a un produit. Si on joue sur la réduction de l'inertie dont j'ai parlé au tout début, voilà, on ne gagne pas beaucoup, on va gagner quelques semaines, c'est pas énorme. Mais par contre, si on joue sur l'organisation de l'équipe, c'est-à-dire tout le monde est sur le pont tous les jours et l'équipe produit beaucoup plus rapidement que dans un cycle avec des phases comme le cycle classique, bah là de nouveau, on divise à peu près par 2. Si je reviens à mon exemple, à un projet de 24 mois, on pourrait éventuellement sortir une première version au bout de 8 ou 9 mois, au lieu de 24 mois. Et le reste suivra. Le produit global sera livré, lui, en 12-15 mois. Maintenant, on va revenir à notre cartographie. Donc on a créé une cartographie, et j'ai dit tout à l'heure que cette cartographie, bien sûr, on ne pouvait pas la reproduire en claquant des doigts comme ça, sauf à avoir une armée. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette cartographie? Ben, tout simplement, là aussi, il va y avoir une notion de priorisation, c'est-à-dire pour notre entreprise, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui, dans les mois à venir. On va jouer sur plusieurs axes. Les produits les plus importants, par exemple, ce que j'ai mis en rouge, éventuellement, c'est ce qui est le plus important. J'ai priorisé cette brique et cette brique. Mais je ne sais pas si vous le remarquez, je n'ai pas sélectionné la brique entièrement. À chaque fois, j'ai sélectionné ce qu'on appelle le MVP, ou la première version de la brique. C'est-à-dire, au lieu d'attendre des années avant de livrer un produit ici, ou ce produit-là qui est moins prioritaire, non, on va d'abord faire un MVP ici. Ici, par exemple, si vous avez 3 équipes qui travaillent pour vous, vous pouvez lancer ces 3 chantiers en même temps, d'entrée de jeu. Bien sûr, chaque équipe a son chantier. Je reviendrai sur les projets en parallèle plus tard. Et dès qu'on a fini, par exemple, ces MVP-là, on peut passer sur d'autres produits. Et croyez-moi, on les livrera plus tôt. Si on avait fait du monolithique d'entrée de jeu, ben on serait peut-être encore en train de traiter ce projet globalement, et puis ce projet globalement. C'est-à-dire les autres qui vont attendre encore des années avant de voir la moindre version chez nos utilisateurs. Ce travail-là aussi, c'est pas que c'est important, c'est surtout que ça doit se faire en bonne intelligence. Si vous êtes dans une entreprise, souvent il y a des services qui vont se tirailler. Chacun voudra tirer la couverture vers lui. Chacun voudra son produit en premier. Chacun voudra son produit global, de façon globale pour lui. Ben là, quand je dis qu'il faut travailler en bonne intelligence et en bonne collaboration, c'est qu'il faut avoir une orientation entreprise. Ce n'est pas une orientation ma paroisse d'abord. Et voir quel est l'intérêt de l'entreprise, quelle est la brique qu'on va mettre en priorité 1, puis 2, puis 3, etc., sans qu'on commence à se chamailler ou à ce qu'il y ait des frustrations au sein des équipes et des services. Alors, quelques points d'attention. Tout ça, ça fonctionne avec des équipes stables. Enfin, on est à l'Agile Tour, donc je vous dis des équipes stables, c'est bien, mais on serait à 6 MMA et Tour, je dirais exactement la même chose. Méthode classique ou méthode agile, bien sûr, ça fonctionne mieux avec des équipes stables. Encore plus l'agilité. Vous le savez certainement, l'agilité se base sur ce qu'on appelle le rythme de travail de l'équipe, la fameuse vélocité. Et si on veut planifier, si on veut avoir de la visibilité à long terme, ben, il nous faut des choses relativement stables qu'on sait mesurer, puis qui
qui nous permettent de se projeter dans le temps. Le rythme soutenable, c'est un des hashtags que j'ai mis au début. À aucun moment, je ne vous ai dit dans cette conf qu'on allait fouetter quelqu'un. Enfin, si, je l'ai dit pour les Égyptiens, mais là, non, on doit bosser normalement. Rythme soutenable, la vraie définition, c'est un rythme de travail correct qui favorise la qualité. Voilà, tout est dit. Ça veut dire, dès qu'on va commencer à courir, à essayer de livrer plus vite qu'on ne pourrait, voire à laisser bosser les équipes jusqu'à 22 h pour le week-end, c'est mort. L'équipe le fera peut-être avec une bonne volonté au début, mais ça ne peut pas durer, ça ne peut pas être le quotidien de l'équipe. Sinon, ils vont à un moment ou à l'autre bâcler. Un point super important. Tout à l'heure, j'ai dit que vous avez 3 équipes dans votre entreprise, par exemple, chacune a son chantier. Aujourd'hui encore, je vois beaucoup de structures qui font de l'agile et l'équipe traite plusieurs sujets en parallèle. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire, on fait produit A, un peu du produit B, un peu du produit C. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est une aberration dans l'agile. On était habitué à faire ça en cycle en V. Pourquoi? Le cycle en V, tel que je l'ai dit au début, est découpé en phases. Pendant qu'on fait les specs, l'équipe, elle fait quoi? Elle travaille sur un autre projet. L'équipe de test, elle fait quoi? Elle travaille sur un autre projet. Au fait, c'est l'essence même du cycle en V qui nous poussait à tuiler les projets, c'est-à-dire à les faire se chevaucher quelque part, et du coup, on se retrouvait avec une équipe qui traitait plusieurs sujets à un instant T. Tout ça, quand je dis c'est aberrant dans l'agile, c'est que vraiment, ça n'a strictement aucun sens. On l'a dit, l'équipe agile, tout le monde est sur le pont pour produire le plus vite. Qu'est-ce qui va se passer si vous mettez cette équipe sur 3 projets? Vous divisez l'effort par 3. Vous rallongez la durée par 3. Tout simplement. Donc tout le gain qu'on a essayé d'avoir, il va partir à l'éclos du bas. D'accord? Et maintenant, comment on fait au fait? Parce que, bien sûr, vous avez tous plein de projets en même temps. Là, c'est exactement ce qu'on a vu auparavant. Commencez par prioriser et traiter un sujet. Si vous avez 3 sujets à traiter pour une équipe donnée, imaginons, je fais simple, chaque sujet coûte 6 mois. On mandate l'équipe pour qu'elle traite les 3 sujets en même temps, en parallèle, tous les jours. 2 heures par-ci, 4 heures par-là, 3 heures par-ci. Ça donne quoi? On livre le premier projet en combien de temps? Allez, si vous avez suivi. 18 mois. On livre le deuxième au bout de combien de temps? 18 mois plus un petit peu, parce qu'on perd du temps quand on switch entre activités. Et le troisième, pareil. C'est-à-dire on livre les 3 projets au moins dans 18 mois. Maintenant, faisons le raisonnement agile. On a priorisé. Le projet A est prioritaire. On le livre en combien de temps? 6 mois. Le projet B en combien de temps? 12 mois. Et le dernier, seulement le dernier en 18 mois. Donc il n'y a pas de discussion possible. Malheureusement, là aussi c'est de la culture, c'est-à-dire on continue à perpétuer notre façon de travailler, même en passant à l'agilité. Et donc du coup, on perd énormément de retour sur investissement lié à l'agilité. Et je finis par qualité non négociable. Quoi qu'il arrive, l'agile vous donne énormément de leviers d'optimisation. On en a vu un certain nombre, il y en a d'autres. Mais je vous ai donné là ce qui sont garantis. Les autres, ça dépend des contextes, etc., etc. Mais le seul levier sur lequel il ne faut pas jouer, c'est la qualité. Vous pouvez penser que vous allez livrer plus vite. Vous pouvez penser comme certains que vous allez faire ce qu'on appelle du dirty, mais nettoyer juste après. Il y en a qui ont essayé là aussi. Généralement, quand on fait du dirty, on le garde ad vitam aeternam. C'est ce qu'on va appeler de la dette technique, notamment sur d'anciennes applications. Donc, qualité non négociable. Si vous n'êtes pas prêt de faire de la qualité, et là aussi c'est un débat que je vois tous les jours chez mes clients, je sais pas, je vous dirais ne faites pas d'agile, on n'est pas obligé de faire d'agile. Un projet agile avec de la non-qualité coûte plus cher, sachez-le. Souvent il y a ce débat, est-ce que l'agile coûte plus cher ou pas? Oui, avec de la non-qualité il coûterait plus cher. Pourquoi il coûterait plus cher? On livre tout le temps. Les équipes agiles livrent tous les jours, toutes les semaines, toutes les itérations, tous les sprints, toutes les releases.
Si on ne fait pas de qualité, on passerait notre temps à corriger, à rectifier le tir. Et ça serait vraiment, vraiment pas rentable. Je ne sais pas si je suis dans le timing en fait. 5 minutes. Oh, 5.